Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Demain, roulerons-nous tous en voiture électrique? La réponse est probablement oui, parce que nous n'aurons pas le choix. D'ici 2035, les moteurs thermiques seront interdits en région bruxelloise. Les véhicules diesel, c'est même dès 2030, c'est-à-dire dans 7 ans seulement. Et pourtant, ce passage à l'électrique, il ne semble pas si facile aujourd'hui, parce que les véhicules restent chers, parce qu'il n'existe pas de marché de l'occasion, parce que l'on se pose des questions sur l'autonomie des véhicules et sur le nombre de bornes de recharge qui seront disponibles. Alors, doit-on craindre ce passage à l'électrique? Est-ce que les efforts du secteur automobile seront nécessaires et accomplis pour que tout se passe bien? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, pour répondre à nos questions et éclairer notre lanterne, Jos Kasmans, vous êtes directeur des relations publiques et des politiques publiques pour Touring. Bonsoir. Et Olivier Duquesne, vous êtes journaliste au Moniteur de l'automobile. Bonsoir. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Donc selon les estimations de la FEBIAC, les voitures électriques représenteront la majorité du marché dès 2030. Un basculement. Donc, est-ce que c'est envisageable, réellement envisageable, Jos Kasmans, ou est-ce que c'est un petit peu optimiste? C'est en tout cas un tout grand défi, puisqu'on constate qu'en ce moment même, la voiture électrique représente plus de 10% des immatriculations, mais ce sont majoritairement des immatriculations de voitures de société. Si je regarde uniquement le côté particulier, donc des acheteurs privés de voitures, ce ne sont que 3,5% des gens qui choisissent aujourd'hui un véhicule électrique. Donc, il y a quand même du travail à faire. Une marge de progression. Donc 3%, c'est un peu embryonnaire pour les particuliers. Heureusement qu'il y a les flottes des voitures de société pour tirer un petit peu le marché vers l'électrique. On peut dire ça en ce moment, Olivier Duquesne? Oui, parce qu'en fait, les sociétés bénéficient de déductions fiscales. Et donc, l'attrait fiscal et les primes sont un bon catalyseur vers la voiture électrique. C'est ce qu'on voit dans les pays où la voiture électrique fonctionne mieux qu'en Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, surtout la Norvège, où là, c'est évidemment par le fisc que la voiture a migré de la voiture thermique à la voiture électrique. Et les pays où il n'y a aucune prime, où il n'y a pas encore la culture de la voiture électrique, notamment les pays du Sud et les pays de l'Est, on est encore en dessous de ce qu'on voit chez les particuliers en Belgique. On est à moins de 3% de voitures électriques vendues l'année passée. Ouais, en Norvège, c'est déjà 80% du marché qui est acquis à la voiture électrique. Alors, je vous propose de regarder quelques chiffres qui vont confirmer déjà ce qu'on vient de vous dire. Ce sont les chiffres des immatriculations pour la région bruxelloise et la région bruxelloise seulement pour l'année 2022. Il y avait 127 000 véhicules immatriculés l'an dernier. C'est déjà un petit peu moins qu'en 2021. Il y a 12 000 de moins. 61 000 véhicules essence, 37 000 diesel, 19 000 hybrides et 6 441 voitures électriques pour être très précis. Ça veut dire que c'est bien le rapport de 1 à 10. Il y a 10 voitures essence qui se vendent pour une électrique. Oui, c'est à peu près ça, oui, tout à fait. Et donc ça veut dire que pour l'instant l'électrique ne prend pas? Ça veut dire quoi? C'est que le consommateur n'a pas encore confiance dans l'électrique ou que c'est trop cher? Si, il y a un enthousiasme réel. 50% des gens aujourd'hui se disent assez enthousiastes par rapport à un véhicule électrique, mais ils se voient confrontés avec plein de problèmes. Premièrement, le prix d'achat de ce genre de véhicule. Un particulier est prêt à investir 27 000 € dans un véhicule électrique. Ça, c'est le chiffre moyen? Ça, c'est un chiffre très récent qui ressort d'une enquête européenne. Mais pour la Belgique, c'est 25 000 € que le consommateur est prêt à investir. Et on voit sur le marché que beaucoup de voitures électriques sont quand même largement au-delà des 30 000 €. Oui, donc, et parfois elles sont même au double par rapport à 25 000 facilement. €. Je me tourne vers vous, Olivier Duquesne. J'ai dit en introduction, on n'aura pas le choix. Vous confirmez, on n'aura pas le choix. Donc aujourd'hui, c'est une question de désir qui n'est pas là. Demain, ce sera une question d'obligation qui s'imposera à nous. On a vu avec la zone basse émission à Bruxelles, puisqu'on va interdire les voitures diesel et les voitures en 2030, les voitures essence 2035. À Paris, le diesel déjà dès 2024. Donc c'est vraiment tout proche. Il y a aussi l'interdiction de vente de voitures thermiques, enfin du moins de voitures qui ne sont pas zéro émission, dès 2035 dans toute l'Union européenne. Pour les voitures neuves, on pourra toujours vendre des voitures d'occasion, essence ou diesel dans l'Union européenne, on ne saura pas forcément rouler à Bruxelles avec. On ne pourra pas rouler à Bruxelles, pas à Paris, pas à Amsterdam. Donc ça va limiter leur intérêt. Exactement. Ça va être surtout intéressant pour les personnes qui habitent loin des grandes villes et qui ont des longues distances mais loin des grandes villes. Mais les personnes qui habiteront les grandes villes européennes n'auront pas trop le choix en fait. Une question que peuvent se poser des consommateurs. Il y a aussi une norme Euro 7 qui va arriver, avec des voitures qui vont être plus chères pour être à la norme Euro 7. Ça va être peut-être aussi un accélérateur, c'est-à-dire qu'entre une voiture thermique Euro 7 qui va me coûter cher
et une voiture électrique qui me coûte cher, je vais quand même avoir intérêt à passer à l'électrique? Ça dépend. Pour passer à l'électrique, il faut déjà pouvoir la recharger. Et donc, si on n'a pas l'infrastructure pour la recharger, même si la voiture Euro 7 coûtera plus cher que la voiture électrique, on sera toujours attiré vers la voiture essence parce que ce sera ou hybride, parce que ce sera plus facile à utiliser et que surtout, on doit pouvoir la recharger sans devoir attendre 1 heure à chaque fois. Donc, pour l'instant, il y a des personnes qui voudraient rouler en voiture électrique, mais qui n'en ont pas la possibilité parce qu'ils n'ont pas la possibilité de charger à la domicile ou l'infrastructure publique n'est pas garantie. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir charger près de chez vous tous les jours, au moins tous les 2 ou 3 jours éventuellement, c'est compliqué. Oui, je vous pose quand même cette question du désir de l'automobiliste, du consommateur, l'un et l'autre, les adhérents de Touring, les lecteurs du moniteur automobile. Vous sentez un intérêt? On s'intéresse à la voiture électrique ou ça n'est pas encore ça et on a la culture finalement du moteur thermique et on y reste attaché parce qu'on aime bien le bruit du moteur qui ronronne, parce qu'on estime que c'est notre culture. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours un peu les nostalgiques de la technologie traditionnelle avec les moteurs vrombissants, etc. Mais on ressent vraiment un intérêt pour la voiture électrique, mais il y a aussi la réalité économique et sociale. Donc on va y revenir. Donc ça c'est vraiment le prix qui est le frein pour vous. C'est le prix qui est le frein, mais aussi l'infrastructure de recharge. Il faut une borne à domicile presque pour être confortable au niveau utilisation. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, on n'aura pas le choix. Peut-être qu'il y a d'autres technologies qui permettent d'aller vers du zéro émission sans nécessairement passer par la voiture électrique. C'est l'idée du moteur à hydrogène. Hydrogène, carburant synthétique, mais pour l'instant, neutre en ce n'est CO2. pas la piste retenue par l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la piste retenue ni par Bruxelles, ni par l'Union européenne. Ouais. Vos lecteurs, ils sont intéressés par la technologie électrique ou ça reste un corps un petit peu étranger pour les passionnés d'automobile? On a 2 clans, ceux qui sont intéressés et ceux qui le rejettent. On le voit très bien dans les commentaires que l'on a sur les essais de voitures électriques ou sur les essais des voitures avec des gros moteurs. C'est qu'on a vraiment 2 clans, des personnes qui ne veulent absolument pas passer à l'électrique ou qui le feront parce qu'ils n'auront pas le choix, et celles qui sont déjà passées à la voiture électrique et qui la défendent et qui ont réussi à adapter leur déplacement avec cette nouvelle façon d'utiliser la voiture. Et donc oui, on sent vraiment qu'il y a une sorte de petite guéguerre pour l'instant. Et autant certains nous reprochent de ne pas faire assez de voitures électriques et d'autres nous reprochent d'en faire de trop. Donc, je reconnais cette situation. Voilà, c'est la même chose pour les adhérents de Touring. Tout à fait. Alors, je vais rester avec vous un instant, Olivier Duquesne. Vous essayez beaucoup de voitures. Combien vous essayez de voitures par an, vous? À peu près une 60aine. Une 60aine. Donc oui. ça fait plus d'une par semaine, quand même. À peu près, c'est une par semaine, mais de temps en temps, il y a des voitures un peu exclusives qu'on n'a pas une semaine. Donc... Vous avez essayé combien d'électriques déjà dans votre carrière? Je dirais peut-être déjà une petite centaine. Quand même. Petite centaine. Elles font combien de kilomètres en autonomie? Alors ça, c'est très variable. C'est très variable. Vous avez des voitures les plus performantes, les plus chères aussi, qui peuvent atteindre 500 km. Et ça veut dire 400 km d'autoroute si on est plutôt précautionneux avec l'élimination de vitesse. Et puis vous avez des voitures qui, après 200 km en ville et 150 km sur autoroute, vous demandent d'aller trouver une borne parce qu'elles n'ont pas plus de 200 km d'autonomie. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'annonce le constructeur, et il nous annonce l'autonomie, ça va être 400 km ou pour les modèles les plus chers, ça va être 600 km. Je dois lui faire confiance ou ça va être comme avec mon véhicule essence, je ne dois pas attendre d'arriver au kilométrage pour faire le plein? J'allais vous le dire, vous avez confiance aux consommations qu'on vous donne pour votre voiture essence dans les publicités. En fait, le WLTP, c'est une norme qui est faite dans des standards d'une norme pour pouvoir la reproduire sur toutes les voitures. Et donc, c'est dans un cadre de conduite qui est un peu plus réaliste que l'ancienne norme, mais qui reste un cadre de laboratoire et normalisé. Donc, c'est réaliste si vous conduisez comme la norme, c'est-à-dire vous faites les mêmes vitesses, les mêmes accélérations, les mêmes conditions météo, donc tout ça est très variable. Et la voiture électrique est encore plus sensible à la météo que la voiture thermique. C'est-à-dire que plus il fait froid, surtout quand il fait froid, plus on consomme. C'est moins embêtant quand il fait chaud, mais quand il fait froid, la batterie doit garder une température de 19-20 degrés. Et donc quand il fait très froid, la batterie utilise sa propre énergie pour rester à propre température, même quand la voiture ne roule pas. Donc vous pouvez perdre de l'autonomie rien qu'en la laissant sur un parking. Dans votre journal, on va avoir la norme autonomie constructeur et l'autonomie réelle que vous recalculez. Exactement. En fait, on tient compte un peu de... Nous, on a un usage, je dirais, qui n'est pas WLTP, donc on l'utilise au quotidien, puisqu'on les a plusieurs jours. Et donc ça nous permet de pouvoir voir quelle est la différence entre l'autonomie annoncée et celle qui est réelle, sachant que certaines voitures ont une consommation réelle qui est plus proche
de la norme que d'autres. Il y a des voitures qui s'en sortent beaucoup mieux. Je vais me tourner vers Jos Kasman, vous êtes le lobby des automobilistes dans ce pays. Est-ce que vous allez faire pression pour qu'on ait les vrais chiffres de l'autonomie? Est-ce qu'il faudrait légiférer ou est-ce que cette norme, elle est déjà un petit peu à revoir ou pas? C'est une norme relativement récente et il est, comme Olivier vient d'expliquer, c'est extrêmement compliqué de définir une consommation d'un véhicule. Chaque chauffeur est différent, les circonstances sont différentes, la Flandre n'est pas la même que la Wallonie, donc c'est extrêmement difficile. Ce qui est très important, c'est d'avoir la bonne information et de savoir que effectivement ça c'est la consommation type, mais je peux faire 30% de kilomètres en moins si je ne fais pas attention, s'il fait très froid, si je mets la clim au maximum, etc. Ouais, et si j'ai beaucoup de coffres, beaucoup de bagages dans le coffre, par exemple. Ou un coffre de toit aussi sur le toit, par exemple. Ça joue beaucoup sur l'autonomie d'un véhicule. C'est surtout la vitesse aussi. Ouais. Alors, on va revenir chez vous dans un instant, Jos Kasman, pour parler des bornes, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Je voudrais qu'on voit un reportage sur l'installation des bornes, justement, en région bruxelloise. Les pouvoirs publics annoncent historiquement 22 000 points de recharge d'ici 2035 et on devrait théoriquement installer, rien que cette année 2023, 1400 bornes. On va voir un reportage sur ce sujet-là. Il a été réalisé le 13 décembre par Jean-Christophe Pezès et Frédéric Dehainaut. Des bornes comme celle-ci, il y en aura 35 à Etterbeek. De quoi recharger 70 véhicules. Elles s'ajoutent aux autres points de recharge dans l'espace public. On en compte 2000 en région bruxelloise. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ait chaque ménage bruxellois qui soit à moins de 250 mètres d'une borne de recharge. Et à la fin de l'année prochaine, l'objectif, c'est de faire descendre ce chiffre à 150 mètres. C'est Energy Drive qui a remporté le marché public d'installation de 500 nouveaux points de recharge. Une société bruxelloise qui fait partie d'un groupe d'installation et d'exploitation de panneaux solaires. Elle garantit donc une électricité verte et à un prix compétitif. On installe des panneaux solaires dans toute la région. Il y a une partie qui est évidemment injectée sur le réseau et grâce à ça, on peut donner un prix plus avantageux dans nos bornes de recharge. Le kilowattheure est facturé 24 centimes par Energy Drive. Un prix fixe ajusté annuellement. La concession encadre bien que c'est seulement une fois par an, à une date fixe, anniversaire de début de la concession, que le concessionnaire peut revoir les prix. Et en dehors de ces périodes-là, il n'est pas possible pour lui de les changer. Total Energy, c'est beaucoup plus cher. Total Energy, effectivement, est plus cher pour le moment, puisqu'ils ont installé à partir de 2018, déjà en commençant à prix plus élevé. Et comme vous le savez, avec la crise énergétique, les prix d'électricité ont très fortement augmenté. Et donc ça leur a permis d'augmenter le prix, ce qu'ils ont fait. C'est un département de la VUB qui, en fonction de divers critères, détermine les endroits où le besoin de nouvelles bornes est le plus important. Leur installation se fait en concertation avec les communes. Il ne doit pas y avoir d'inégalité de traitement. Évidemment, il faut aussi une volonté communale et un bon partenariat. C'est le cas ici à Etterbeek où les choses se passent bien entre Sibelga et la commune. C'est le cas pour la plupart des communes, mais évidemment, les communes doivent accepter aussi l'installation de bornes sur des voiries communales. Mais comme on travaille avec Sibelga, qui est une intercommunale, les choses se passent bien. Un réseau appelé à se développer fortement dans les années qui viennent. L'objectif est d'avoir en région bruxelloise 22 000 points de recharge d'ici 2035. Alors, je me tourne vers Jos Kasman. Touring s'était ému de la faiblesse du nombre de bornes de recharge en région bruxelloise. Est-ce qu'après avoir vu ce reportage, et en constatant qu'on en installe quand même quelques-unes sur le terrain, vous êtes rassuré? Non, pas du tout. Pas du tout. 22 000 bornes en 2035, c'est largement insuffisant. En plus, avoir une borne à 150 ou à 250 mètres de sa porte de maison, bon, c'est une chose, mais il faut que cette borne soit disponible. Et on sait très bien que ce sont des bornes qui rechargent plutôt lentement. Ouais. Que les il y a deux types de bornes. Il y a des super bornes. Ouais. Celles-là, elles peuvent recharger 80%, je pense, d'une batterie en 10 minutes. C'est la norme. Et les autres, il faut plusieurs heures, c'est ça? Oui, mais en ville, c'est surtout le réseau plus lent. Et on sait très bien que les gens, ils arrivent chez eux le soir, ils mettent la voiture et ils repartent le lendemain. Donc, avoir une rotation suffisante au niveau des bornes, une chose est claire, le nombre de voitures électriques dans nos villes sera beaucoup plus grand que le nombre annoncé de bornes qui seront disponibles, même en 2035. Ouais. Mais donc, c'est 22 000 bornes sur la voie publique. On peut y ajouter ce qui va peut-être être installé dans les parkings des entreprises. Est-ce que les particuliers pourront peut-être mettre chez eux dans leur garage? Heureusement. Au total, ça sera quand même pas suffisant pour vous? Moi, j'ai quand même un grand doute. Il faudra aussi autour des villes des infrastructures de recharge rapide pour que les gens n'ont pas besoin de recharger quand ils sont en ville. Il faut aussi tenir compte du fait que les entreprises ont droit à de moins en moins de places de parking chez eux. On a fait un déménagement chez Touring et on
on a constaté que le nombre de places autorisées a fortement diminué et il est déjà aujourd'hui insuffisant pour charger uniquement les voitures électriques que nous avons chez nous. Est-ce que vous croyez à des alternatives, par exemple du type grande distribution? On voit qu'il y a des marques de supermarchés qui annoncent « moi je vais mettre des bornes de recharge sur mon parking ». Ça c'est une bonne idée, oui, ça va, mais ça ne va pas soulager assez? Ça va absolument être un atout pour vendre, pour attirer de la clientèle, etc. Mais il faut un investissement solide et beaucoup plus ambitieux de la ville de Bruxelles aussi. Alors, je vais me retourner vers Olivier Duquesne. Sur ces bornes, j'ai dit il y a des bornes, il y a des super bornes, donc des recharges et des super recharges. Ce n'est pas un petit détail, hein, cette différence? Non, ce n'est pas un petit d'abord le prix. Les superchargeurs, ça coûte relativement cher. Hein. On peut dépasser, on peut presque être à 1 € du kilowattheure. Et puis il faut avoir un bon équipement électrique à la base. Exactement. Ça ne se branche pas sur du 220. Hein. Voilà, ça ne se branche pas sur du 220. Donc, comme disait Joost, en ville, les superchargeurs, c'est très compliqué parce que le réseau électrique n'est pas prévu pour ça. Donc, c'est plutôt sur les autoroutes ou sur les grands axes ou sur les grands points de rendez-vous. Ce sont les bornes Unity ou Fastnet ou Total qu'on peut voir un peu partout en Belgique. En ville, ce seront des bornes 11 kW, 22 kW, parfois même moins, parce qu'on a encore beaucoup de rues qui sont sur du monophasé 230 volts et on ne sait pas mettre des bornes très rapides sur du réseau électrique comme ça. Vous avez la même inquiétude que Touring? Tout à fait. Ouais. 22 000 bornes, ce n'est pas assez pour la région bruxelloise. Non, parce que si on doit remplacer toutes les voitures par des voitures électriques en 2035, ça va faire 500 000 de voitures qui seront électriques avec 22 000 bornes. Même si des gens ont des bornes chez eux, ça va être compliqué. On ne peut pas demander au voisinage de dire le lundi ce sera Pauline, le mardi ce sera Robert, le mercredi ce sera Kevin, ça ne va pas fonctionner. Les gens veulent brancher leur voiture le soir ou une fois de temps en temps. En tout cas, ils ne vont pas laisser leur voiture avec 50 km d'autonomie en espérant qu'ils auront la prise le lendemain. Ça ne fonctionnera pas. Alors, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur le prix, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai regardé dans un très bon journal, c'est le Moniteur de l'automobile, les nouveautés qui étaient attendues pour l'année 2022 en voiture électrique. Il y aura une Audi Q8. Oui. Il y aura une BMW série 7, il y aura une Lexus, il y aura une Maserati, il y aura une Mercedes, il y aura une Tesla, il y aura une grosse Volvo XC90. Dans les petites voitures avec des guillemets, j'ai trouvé une Smart et j'ai trouvé une ID ou une ID, un nouveau modèle de Volkswagen. Ça veut dire que ça reste des voitures de luxe? Alors, ça reste des voitures de luxe, ça reste surtout des voitures chères parce que les constructeurs font encore... c'est pas les voitures qui se vendent le plus encore, donc ils doivent faire des marges sur ces véhicules-là, de nouvelles technologies. Ils ont dû investir dans des nouvelles chaînes d'assemblage, dans des unités pour fabriquer les batteries, pour rassembler les batteries, pour sécuriser tout ça. Donc, ils commencent par des voitures pour lesquelles ils ont une grande marge. Effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt des modèles de haut de gamme, comme dans toutes les nouvelles technologies. Il y a des voitures meilleur marché, hein, chez Renault, chez Nissan notamment, mais ça veut dire que des voitures d'entrée de gamme en électrique, il va encore falloir qu'on attende. On a dit le basculement, c'est pour 2025, mais ça veut dire qu'il faut attendre 2025 pour voir arriver les voitures d'entrée de gamme? Il y a déjà des voitures d'entrée de gamme électriques, mais elles n'ont pas la flexibilité des voitures thermiques parce que de par leur taille, les batteries sont plus petites. Et une petite batterie dit une moindre autonomie. J'ai parlé tout à l'heure des voitures qui faisaient 150-200 km. C'est de l'entrée de gamme électrique. Alors c'est très bien comme seconde voiture de ménage ou pour une voiture pour des gens qui se déplacent très peu, mais ce n'est pas la voiture qui aura la flexibilité d'une voiture essence ou diesel ou hybride que l'on connaît maintenant. Donc on a parlé du prix. Il n'y a pas un peu ce frein aussi de se dire finalement je vais quand même avoir besoin d'une voiture électrique, par exemple quand je veux partir en week-end à la mer dans les Ardennes ou faire un week-end à Paris et Amsterdam, donc d'office je vais garder mon électrique et donc je n'ai pas le budget pour les deux. Je vais garder mon véhicule thermique et je n'ai pas le budget pour les deux. Eh bien, ça, c'est des signes encourageants qu'on a constatés lors de notre dernier baromètre des vacances, où on a vraiment songé l'intérêt pour partir en vacances et quel est le pourcentage de gens qui partent déjà en vacances en voiture électrique. Il y a quelques années encore, c'était un no-go absolu. On prend la deuxième voiture, on prend la thermique, on ne risque pas de partir en électrique. Eh bien, ça a fortement changé. Il y a déjà 2% des gens qui partent en voiture électrique en voyage. Et si on regarde le nombre de voitures électriques dans le parc belge, il semble que ce n'est plus un frein. C'est la vitesse de recharge, c'est l'équipement. Mais donc ça veut dire qu'on a quand même planifié son voyage pour s'arrêter tous les 300-400 km pour recharger. Oui, hein. on doit mieux planifier, mais en même temps, il faut se réaliser que le Belge parcourt en moyenne moins de 50 km par jour et que les longs trajets, c'est vraiment une exception. Et là, moyennant un peu de planning et éventuellement faire le trajet en 2 jours au lieu d'un jour,
jours, on peut tout à fait avoir une expérience confortable de partir en vacances en électrique. On a parlé de la région bruxelloise avec ses 22 000 bornes. Est-ce que les deux autres régions, la Flandre et la Wallonie, sont de meilleurs élèves? Vous qui avez une vue sur le national à Touring. L'électrique se développe un peu plus vite en Flandre, c'est vrai. La Wallonie est un peu à la traîne, pour des raisons aussi économiques. Le nombre de voitures de fonction, la voiture de société est moins élevée en Wallonie aussi qu'en Flandre. Mais il y a du travail à faire partout en Belgique. Trouvera, je veux aller dans le sud de la France, je passe traditionnellement par la Wallonie et le Luxembourg, je vais trouver des bornes de recharge. Le long des grands axes, oui, sans aucun problème. Ouais. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur un problème, c'est le problème des batteries et sur le problème de la production. Parce que d'abord, on sait que les batteries, il va falloir les recycler. Et puis que ces batteries, elles contiennent un certain nombre de métaux rares, notamment du lithium. On a un petit problème sur le lithium, je pense, Olivier Duquesne, vous travaillez là-dessus? Je suis occupé de travailler là-dessus et donc, pour faire en bref, il y a 88 millions de tonnes de lithium sur Terre. Mais on ne saura en extraire qu'un quart parce que les autres sont des endroits ou en réserve naturelle ou sous des habitats, donc on ne va pas déménager des gens pour aller chercher le lithium. Et avec ça, on sait construire à peu près 2,8 milliards de voitures électriques avec des batteries de la taille actuelle. Sauf qu'on n'utilise pas le lithium que pour les voitures électriques, donc il faut tenir compte des smartphones, etc. Donc il faut revoir. Sur le lithium. Il va falloir trouver des solutions pour réduire la consommation de lithium pris à la source et pour travailler sur le recyclage, parce que ce sera indispensable, sinon dans 15-20 ans, on va avoir le même problème qu'on a déjà. On imagine déjà avec le pétrole en disant oula, on va être à court à un moment donné, et pour ne pas être tenté d'aller justement le chercher dans des endroits qui ne sont pas adaptés pour faire des mines. Donc il faudra. Il y a un gros défi pour les constructeurs. La technologie doit évoluer, clairement. Sur ce qu'on va faire de nos batteries ou de nos voitures, une fois que leur durée de vie arrivera à terme. On va changer la batterie, on va garder la voiture. Comment ça va se passer, Jos Kasman? C'est peu probable. On constate quand même que des voitures même plus âgées, voitures électriques, gardent une bonne autonomie au niveau ou une bonne capacité de batterie. Et même si un remplacement se fait, c'est souvent, pas comme mon smartphone, au bout de 3 ans, je peux le jeter, moi. Non, certainement pas. On constate qu'après 8 ans, la grande majorité des voitures atteint toujours 85% de la capacité initiale de la batterie, ce qui est exceptionnel et qui est d'ailleurs pas comparable à ce qu'on trouve, par exemple, dans les vélos électriques, etc. Après, ces batteries ont une seconde vie en équipement stationnaire qui est moins exigeant. On en parle notamment pour les coupler à des panneaux photovoltaïques sur les maisons, par exemple. Par exemple, ou dans des Clark. Enfin, il y a plein de systèmes possibles. Et puis, la Belgique est aussi un des leaders mondiaux au niveau recyclage des batteries et la technologie par rapport à ça. Donc, ça, c'est une crainte moins importante que le recyclage ne soit pas optimal. Ouais. J'ai cité toute une série de modèles de luxe tout à l'heure. Vous voyez, vous, arriver des véhicules d'entrée de gamme ou de moyenne gamme où on doit être patient? Il y a 5 ans, on nous promettait en 2020 une voiture électrique à moins de 20 000 euros. Elle n'est pas là. On est 2023 et je n'ai pas encore vu une voiture, une vraie voiture. Il y a des petites voiturettes très sympathiques pour la ville, mais ça se fait attendre un peu. Et bon, on voit l'augmentation des prix pour tous les équipements techniques. Donc, je crains que les années à venir, une voiture électrique, ça restera un produit quand même onéreux. Au-dessus de 20 000 euros. Oui, ça ne descendra pas en dessous, surtout avec l'inflation. Est-ce qu'on aura un marché de l'occasion bientôt sur la voiture électrique, l'un et l'autre? Votre pronostic? Il n'y en a pas énormément des voitures. Hein. Il faut tenir compte du fait que voitures d'occasion. Parce qu'il y a peut-être des consommateurs qui se disent moi je vais attendre justement les occasions qui sont un peu moins chères. 500 000, 600 000 immatriculations de voitures d'occasion par an et un marché de l'électrique qui est très petit. Donc l'offre sera Donc ça, c'est pas très bon limitée. calcul. Se dire je vais attendre les occasions. Par exemple, l'interdiction du diesel en 2030 ou du thermique en 2035 et j'achèterai une occasion à ce moment-là. Pari risqué. Disons que les modèles qui sont sortis il y a 5 ans, certains n'étaient pas avec la prise combo qu'on retrouve partout, ils sont encore donc avec le système combo, japonais. C'est la grosse prise des charges, voilà, charges rapides. Certains ont encore le système japonais CHAdeMO, donc déjà là c'est déjà un frein. Et puis ces modèles-là ont des batteries qui sont moins sophistiquées que celles qu'on a maintenant, qui sont moins bonnes, qui ont une moins bonne autonomie, qui résistent moins aux contraintes de la conduite automobile. Je dirais que les modèles qui sortent maintenant, quand ils seront en occasion dans 4-5 ans, surtout les voitures de société, voilà, ils seront bons
par rapport à ce qu'on connaît nous, mais ils seront déjà mauvais par rapport à ce que la technologie Donc il y aura une aura avancé. obsolescence plus rapide qu'avec les moteurs thermiques? En tout cas, vu la vitesse de l'évolution technologique actuelle dans la voiture électrique, oui. Il se peut qu'à un moment donné, ça va se calmer, évidemment, que ça va se tasser, comme pour le moteur thermique. Il a évolué très très vite au début, puis petit à petit, évidemment, ça évolue plus lentement, parce qu'on maîtrise mieux la technologie. Pour l'instant, on est encore en phase d'apprentissage au niveau de la technologie des batteries, du moteur électrique pas, mais plutôt des batteries, de la gestion. La gestion, c'est le logiciel qui est très important dans une voiture électrique. La gestion de cette énergie dans la batterie pour la faire fonctionner au mieux, c'est là-dessus qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est là-dessus que les voitures qui vont sortir dans 6 ans ou dans 10 ans seront beaucoup plus sophistiquées que celles que l'on connaît, qui sont déjà beaucoup plus sophistiquées de celles qu'on en a connues il y a 10 ans. Voilà, et ben on va en rester là. Merci Olivier Duquesne, journaliste moniteur de l'automobile. C'est une Citroën C3 qui est en une Citroën C3, du moniteur belge de l'automobile en ce moment. Voilà, la voiture la plus vendue en Belgique. Ouais, et il y a un petit dossier électrique quand même, déjà dans le numéro de 15 jours, ou dans le prochain? Non, il y a des dossiers tout le temps. Là, pour le dossier, c'est les sorties des voitures en 2023. Et il y a toujours au moins une voiture électrique dans les nouveautés que l'on essaye d'office. Voilà, donc Olivier Duquesne pour le moniteur, Jos Kasmans pour Touring. Merci d'avoir été sur ce plateau. Demain, dans Plus d'Actu, on s'intéressera au phénomène de concentration dans les médias avec RTL qui appartient désormais au groupe Rossel, avec Le Soir, La Capitale, LN24 et L'Avenir dans le giron d'IPM avec La Libre Belgique et La Dernière Heure. Quelles sont les conséquences de ces regroupements sur la qualité de l'information qui vous est proposée? On en parlera avec Frédéric Antoine et Martine Simonis. Et puis demain matin, dans Bonjour Bruxelles, à partir de 7h25, on recevra notamment Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek, et Denis Ducarme, qui est député fédéral pour le MR. Continuez à bien vous informer et à demain.